Et merci d'accueillir dans les studios Jimmy, Jean-Louis, notre invité. Jimmy, bienvenue ici dans Bang Bang. Bienvenue dans cette émission qu'on appelle ici le PMU de la radio. Tu vas vite comprendre. Quand on dit Bang Bang, est-ce que ça bang ici? Oh, ça bang plus que ça. Ah ouais? Ok, cool. Oh, t'arrives un peu trop tard, mais juste avant, il y avait du compas ici. Ah ouais, ça bangait? Tu sais pas. Yeah. Joker Filet? Bien sûr, tu sais qu'il est venu nous voir il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est vrai? Mais tu vois. Bien sûr. Bon, Jimmy, Jean-Louis, pour ceux qui ne te connaissent pas, comédien, on sait jamais, il y a peut-être encore des gens qui sont passés à côté de toi. Ouais. Comédien et pas que, hein, tu racontes plein de choses dans ce livre que tu es venu défendre aujourd'hui. Le livre s'appelle Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Pourquoi est-ce qu'on dit défendre? Moi, je défends rien, moi, je parle juste du livre. C'est vrai, c'est un terme qui est assez bizarre. C'est vrai, même je vais défendre un livre, mais je ne vais pas défendre. C'est vrai, personne ne dit ça, pas même moi, c'est la première fois que j'emploie cette expression. Je te jure. Mais c'est vrai, en plus. Quand tu l'as dit, je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis jamais, tu sais, comme s'il était venu défendre un titre. C'est vrai. T'as raison, Jimmy. T'as raison, Jimmy. Mets-moi une droite, Jimmy. Bang. Exactement. Bon, ce livre Héros, en tout cas, il est dispo depuis quelques semaines maintenant. Ouais. Et tu racontes dedans toute ton histoire. Et quelle histoire? Ouais, une bonne partie de mon histoire, quoi. Ouais, une bonne histoire, en tout cas, le début jusqu'aux portes d'Hollywood. Parce qu'on a pu, je pense que pour la plupart des gens, t'as été révélé par la série Heroes. Ouais, je pense, malgré bien que j'avais déjà fait pas mal de choses avant, telles que Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, Simone Cabellucci, et tant d'autres. J'avais travaillé avec Harrison Ford, Jennifer Lopez et plein d'autres personnes. Mais c'est vrai que la série Heroes m'a propulsé dans un truc où tout le monde me connaissait dans le monde entier, quoi. C'était assez incroyable le succès de cette série à l'époque. C'était un peu le début des grosses séries comme ça, très attendues. Toi, tu t'as grandi du coup à côté de Port-au-Prince. Ouais, moi je suis né à Pétionville, dans les bas-fonds de Pétionville. Mais voilà, dès l'âge de 12 ans, j'ai traversé ici en France. De la banlieue nord d'abord. Le 95 le 9-5, et puis après le 9-4. Et puis Paris par la suite. Et puis tu as beaucoup voyagé aussi par la suite. On va y revenir, mais on va repartir du début. Comment... à quoi rêvait le jeune Jimmy dans les bidonvilles de Pétionville? Pétionville, sincèrement, du foot, et uniquement du foot. Parce qu'à l'époque, on n'avait rien, quoi. En tant que gamin, déjà, je viens d'une famille où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau potable à la maison, donc on n'avait rien. On se fabriquait nos ballons de foot en mettant du papier, des feuilles, des chaussettes, et boum, voilà, on avait notre balle de foot, et c'est tout ce qu'on savait. On connaissait Pelé parce que tout le monde connaissait Pelé, et on rêvait tous d'être Pelé. Voilà, donc ça c'était vraiment mon unique rêve. J'avais pas accès à la télé, donc je savais pas qui était qui, et voilà, quoi. Mais ce qui était bien dans ce genre d'environnement, c'est que l'important était l'humain, c'était le rapport humain avec les autres petits, les amis, la famille. La famille, tu en parles beaucoup de la famille, d'ailleurs tu parles énormément de ta maman qui a fait tout un tas de choses, qui a soulevé des montagnes pour faire en sorte que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui avec ton frère et ta soeur, vous êtes trois. On est trois, et c'est vrai que ma mère qui était femme de ménage, qui est venue ici à Paris et qui a pu tirer toute la famille, quoi. Tu vois, elle est venue, elle a tiré ma soeur, moi, mon frère, puis mon père. Chapeau, quoi. Avec un salaire d'une femme de ménage. C'est maintenant que je me rends compte. Avant, je me disais, ça va, elle fait ce qu'il faut faire, mais maintenant, je me dis, putain, mais c'est pas possible, quoi, de faire ça avec ce genre de salaire. Tu parles beaucoup de ton enfance. Moi, j'aimerais qu'on se plonge avec toi à cette époque et qu'on plonge dans tes souvenirs. Tu sais, souvent, les souvenirs, ils sont liés à des images, à des odeurs. Tu te souviens d'une image en particulier d'Haïti, du Haïti de ton enfance, vraiment? Que moi j'aimais bien? Ouais, une image, un truc vraiment qui, quand tu penses à cette époque-là, un truc qui flash comme ça. Un truc très simple, c'était il y avait un arbre, il y avait des arbres fruitiers partout où j'habitais, où j'allais. Moi, je me rappelle très bien de monter sur cet arbre et d'attraper les mangues et de manger les mangues sur l'arbre. Tu vois, c'est des choses simples, hein. Mais voilà, maintenant je suis à Paris, je suis à Los Angeles, je me dis mais putain, c'est tellement loin de moi tout ça, quoi. C'est-à-dire les enfants de maintenant, ils savent même pas à quoi ressemble une poule, par exemple.
Ils adorent le poulet, mais ils savent pas comment c'est, quoi. Ouais. Tu leur montres une poule, c'est quoi ça? Donc, toi, les poules, elles couraient, tu le racontes dans complètement. Ça courait, on les attrapait, c'était le déjeuner, le dîner. C'était notre ami le jour et c'était notre ventre le soir, quoi. Quel est le plat? Tu dis dans le livre que ta maman, elle avait le don pour transformer les choses. Et par exemple, de restes de tissu, elle arrivait à faire des super robes. Et pareil pour la cuisine. Quel est le plat de ton enfance qui t'a marqué quand t'habitais encore là-bas? Moi, c'est très simple, hein, en Haïti. Moi, je reviens à ce que mon père disait. Lui, c'est simple. Il lui faut du riz. Il faut sauce pois et il faut poule. J'adore. C'est des choses très très simples. S'il a ça, tous les jours, il est content. Donc du coup, on avait beaucoup de ça à la maison, quoi. Bien entendu, il y avait des additions de bananes pesées, des griots, parce qu'en Haïti, c'est quand même le pays des griots. Griots, je mange plus de porc, hein, mais à l'époque, on appelle ça fritaille, c'est du porc grillé, quoi. Ce que je pense qui est très très bon, mais ça fait plus de 30 ans que je mange plus ça, donc je sais plus. Et là, avec tout ce que tu as goûté depuis que ton ascension, tu as voyagé partout et tout, est-ce qu'il y a un plat qui a dépassé des plats que tu avais dans ton enfance ou pas du tout? Non, maintenant je suis beaucoup plus ouvert. Oui. Je vis à Los Angeles, j'ai peut-être voyagé partout dans le monde, donc je suis aussi à l'aise avec la nourriture indienne, thaïlandaise, quand je dis africaine, dans la globalité de l'Afrique. Et non, ça va, j'ai une palette assez large et si je mange pas mon riz avec le poule, ça me dérange plus. Le livre, il démarre sur ton retour là-bas, ton retour au pays, mais bien longtemps après l'avoir quitté. Quand on a connu ton ascension et tout ce que tu as vécu, notamment dans le cinéma, et qu'on retourne au pays comme ça, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité des fois quand on voit la condition des autres? Haïti, il y a énormément de pauvreté. De se dire c'est tombé sur moi tout ça et est-ce que je le mérite ou y a des... Je me remets même pas en question personnellement. Je fais ce que je fais et puis voilà. Il n'y a pas de culpabilité quand je retourne en Haïti comme il n'y a pas de culpabilité quand je suis ici en France. Le traitement des Noirs en France ou voilà. Donc j'accepte les choses telles qu'elles sont et je pense que je sais que dans le fond, j'ai travaillé pour accomplir certaines choses et je récolte les fruits. Mais de l'autre côté, je reste très proche de mon passé et de ma source aussi. Donc, moi, ça me fait énormément chier de voir la situation dans laquelle se trouve Haïti maintenant. L'explosion qu'il y a eu, que ce soit du point de vue économique, politique ou social, voilà, en tant qu'Haïtien, ça me dérange. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui me dérangent dans le monde entier. Donc voilà, je suis sensible à certaines choses et si je peux faire quoi que ce soit, je le fais. Pour parler d'Haïti, c'est plus compliqué aujourd'hui que dans ton enfance? C'est plus compliqué. Disons que vu qu'Haïti traverse une situation très dure, voilà, on est un petit peu plus gêné parce que on est plus gêné. Mais moi, en tant qu'Haïtien, je serai tout le temps fier parce que je sais que Haïti a accompli des choses que aucun autre pays a fait. Étant le premier pays noir à se battre et à avoir son indépendance, ça, c'est quelque chose, peu importe les conditions d'Haïti maintenant, on ne va jamais lui enlever ça. Et je pense que ce qu'Haïti a fait est extraordinaire et ça, j'en suis conscient et je suis très fier de cela. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un grand monsieur qui m'a fait reconnaître ça. C'est Nelson Mandela, quand je l'ai rencontré en 1994. Quand je l'ai rencontré, il me parlait que de ses héros à lui. Et ces héros à lui, c'était les héros haïtiens, ceux qui ont donné l'indépendance à Haïti. Exact. On parle de Dessalines, de Toussaint Louverture et des autres héros. Donc du coup, en tant que jeune gamin haïtien, j'entends ça, je prends confiance en moi. Surtout que c'est quelqu'un que j'idole, c'est Nelson Mandela qui me parle de ça. Complètement. Donc oui, j'aurai tout le temps beaucoup de fierté, mais c'est vrai que Haïti est dans le dur, et dans le dur, et dans le dur. C'est ce que j'allais te demander. En fait, tu le prends comment, toi, quand tu reviens à Haïti? Et je lisais dans ton livre, on t'appelle Bonjour Monsieur L'Ouverture. Ouais. Donc, en référence à Toussaint L'Ouverture. Voilà, il faut expliquer qui est Toussaint L'Ouverture. C'est un personnage, c'est un symbole de l'indépendance, du coup, d'Haïti, comme tu disais juste avant. Tu as joué? Ouais, que tu as joué aussi dans un film. Ouais. Du coup, toi, comment tu prends ça? C'est vrai que quand on incarne un personnage aussi historique, là, je parle de Toussaint L'Ouverture,
c'est pas juste un personnage, quoi. C'est quelqu'un qui a tellement marqué l'histoire. J'en étais très conscient avant même de commencer le tournage de ce projet. Et puis après, vu que c'est un tournage qui est assez bien réussi, les gens ils se sont appropriés de ce personnage, et c'est vrai que quand je retourne en Haïti, ils ont tendance à m'éliminer en tant que Jimmy et à m'appeler Monsieur l'Ouverture. Oui, c'est avec beaucoup de fierté que j'accepte à être appelé Monsieur l'Ouverture. T'es pas en mode ah non, arrêtez, c'est trop. Non, mais je comprends. Moi j'accepte. Tu représentes aussi. C'est un symbole pour les gens d'Haïti, parce que tu t'es élevé, t'es parti, t'as voyagé, grâce aussi par rapport à ta maman et tout, donc tu restes un symbole aussi. Oui, complètement. Et puis aussi, ça ouvre à d'autres conversation, parce que quand on parle de ça, on est obligé de parler de la situation actuelle. Donc voilà, donc je prends conscience de tout cela, et à chaque fois, c'est un petit rappel de ce qu'on était, de qui on était. Donc non, j'accepte, au contraire. Allez-y. Mais c'est l'ouverture. Dans le livre, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est cette superstition des Haïtiens. Tu l'expliques, en Haïti, on parle pas de ces projets de peur qu'ils se réalisent pas, tout simplement. Est-ce que tu as gardé ça, toi, dans ta vie aujourd'hui encore? Grave. Et je m'en rends compte. C'est-à-dire, je fais beaucoup de choses et j'en parle qu'après avoir fait mes choses. Okay. Donc oui, c'est l'impression que si on dit, peut-être quelqu'un va nous porter la poisse. Et ça, on y croit vraiment en Haïti. Et je pense que c'est lié à certaines croyances, certaines cultures qui nous viennent peut-être de l'Afrique aussi. Hein. Moi, ma mère me dit tout le temps ça, personnellement. Mais même chez les Arabes, dans les pays arabes, c'est pareil aussi. Chez les musulmans aussi, l'œil. Exact, l'œil. Donc oui, ça c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi. Et puis aussi, tu sais, on vit dans un monde où maintenant les gens, ils aiment flamber, ils aiment parler. Même quand il n'y a rien, d'ailleurs. Même quand il n'y a rien, c'est ça le pire. Surtout quand il n'y a rien. C'est ça. Donc du coup, moi, je préfère faire. Il faut faire. Il ne faut pas parler, il faut faire. Et laisser ce qu'on fait parler pour nous. Ouais. Bon, c'est une bonne philosophie. Vraiment. Dans ton enfance, quand tu es arrivé du coup en France, en région parisienne, ça a commencé par le 95, puis après le 94, on en parlait rapidement. Il y a eu des épisodes moins heureux que d'autres. Par exemple, tu as connu le harcèlement scolaire. À une époque où d'ailleurs on n'appelait même pas ça le harcèlement scolaire, il n'y avait pas de nom. C'était normal. Ouais, c'était normal. Oh, c'était normal. Tu parles d'un certain Carlos dans le livre. Carlos qui était d'ailleurs lui-même issu de l'immigration, puisqu'il était portugais d'origine. Oui. Mais qui t'a testé, qui imitait le singe, qui disait il y a bon banania, des phrases comme ça. Quand on parle d'immigration, quand on parle de racisme, on ne parle pas nécessairement d'immigration. Parce que l'espagnol ou le portugais qui est en France, on ne voit pas trop en tant qu'immigré. Ouais, c'est vrai, ça. Bien sûr. Donc, il faut faire la différence. Donc, le Carlos, il aurait pu s'appeler Laurent comme il aurait pu s'appeler Philippe. Il rentre dans le cadre du caucasien, Caucasian. Lui subissait pas le même racisme. Mais non, que pas toi. du tout. Enfin, peut-être qu'on pouvait, s'il avait un accent, peut-être qu'on se foutrait de sa gueule, calaille ou autre. Mais voilà, ce serait pas un truc racial comme nous, les Noirs de l'époque, pouvions subir quand on t'appelait de, je sais pas, quand on t'appelait de banania, ou on te donnait une banane juste pour te faire, ou bamboula ou autre. C'est des choses qui étaient très courantes, quoi. Très très courante, et on acceptait, c'est ça le pire. Je vois la tête d'Olivia, parce que Banania, c'est marrant parce que c'est un truc qu'elle a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, encore à notre époque, et qu'elle a entendu de la part d'un acteur français. Ah ouais. Qui, parce qu'elle portait l'afro, comme elle l'a aujourd'hui, c'est vrai. lui a dit qu'est-ce que t'as fait tes cheveux? Oh, Banania. Ah ben ça c'est il est assez âgé, il est assez âgé, cette personne, c'est un réflexe. Donc c'est un réflexe normal. Et tu vois que il dit pas mal, genre il veut pas te blesser ou quoi, juste tu vois qu'il est à l'ouest, parce que si tu regardes Banania, c'est un homme déjà. Il a même pas de cheveux. Il a un chapeau. Franchement, il a même pas réfléchi, donc tu vois qu'il fait même pas la distinction. On peut dire qui c'est, hein. Non. Non, mais à l'époque, c'était juste une insulte. Quand on dit banania, c'était banania. Moi, je veux bien entendre c'est qui. Vas-y, balance. Je vais te le dire, moi, c'est Gérard Jugnot. Ah, ben voilà. Il est insupportable. Mais il a pas fait exprès, Gérard. Il a pas fait exprès. Plusieurs fois, quand même. Elle est dégoûtée. J'en ai rien à foutre. Il faut le dire. Il faut dire. Mais moi, j'ai une petite question. Attends, je voulais juste terminer avant ça sur Carlos, du coup, parce que Carlos t'explique que tu t'es pas laissé faire dès le premier, à la première fois où il t'a testé, et justement avec toutes ces histoires-là. Mais tu passes les détails, tu dis, je rentrerai pas dans les détails, mais on comprend que tu lui as mis une belle correction. Oui, moi, je suis pas quelqu'un de violent. Je crois pas vraiment à la violence, mais de l'autre côté, voilà, je veux pas me laisser faire non plus. Donc voilà, j'ai quand même
dû mettre un stop à tout ça pour pouvoir avoir un peu plus d'espace. Ouais, mais sinon, il y a certains qui peuvent se faire harceler, mais sur toute une longueur d'année, quoi. Mais justement parce qu'ils réagissent pas, du coup. Ils se disent ça sert à rien, et puis au final, tu deviens une victime rapidement, quoi. Alors que bon. T'es juste vivant. T'as recroisé la route de Carlos ou t'as eu des nouvelles de Carlos? Non. Parce que je sais qu'après t'as continué à jouer un peu au foot avec lui. Et ouais, tout, on a joué au foot pendant les 2 ou 3 ans que j'ai passé à Soisy sous Montmorency. Moi, je jouais au foot à Aubonne. Okay. Donc ouais, mais après moi je suis parti dans le sud, vers Thiers, Choisy-le-Roi, Créteil. Et après voilà, j'ai perdu de vue tous ces gens-là. On est de retour, Olivia et Baron. De retour avec notre invité Jimmy Jean-Louis qui nous parle de ce livre Héros qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'1 mois maintenant. Héros, on revient sur ta vie, des débuts dans les bidonvilles d'Haïti, à côté de Port-au-Prince. Pétionville, c'est ça? Pétionville et Port-au-Prince, c'est quoi? C'est collé? À vrai dire, c'est quasi la même ville. C'est collé. Ceux qui travaillent à Port-au-Prince, en général, habitent à Pétionville. Donc la classe moyenne, voire bourgeoise, habite à Pétionville et ils travaillent à Port-au-Prince. Ok. Bon, dans le livre, on le disait, tu reviens sur tout ton parcours avant d'arriver à l'époque de la comédie, du cinéma. Il s'est passé plein de choses parce que la comédie, finalement, c'est pas un rêve d'enfant. On comprend que toi, c'était le foot. Ouais, moi, c'était le foot. Avant tout. Et après, c'était la danse. Après, il y a eu la danse, ouais. On va y venir. La danse, ça m'a beaucoup aidé. Vu qu'on est dans un truc qui s'appelle Bang Bang, un truc move, moi, je fais partie de la première génération de la culture hip-hop, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc nous, ça nous est arrivé ici en France dans les années 80, 81, 82. Et à l'époque, j'allais dans une boîte qu'on appelait le Bataclan, le Bata. Mais c'est pas le Bataclan tel qu'on le connaît. C'est un truc c'est un club de jour qui était à Colonel Fabien, la Grange Aubel. Tu le dis, tu croisais Sydney, qui était une star à l'époque du pop, qui avait son émission à HIP. Et tu croisais Joe Star aussi? Oui, Joe Star, oui, on a tous grandi ensemble. Moi, j'oublie les noms, hein, mais dans les années 90, il y a eu toute cette montée de la culture hip-hop et tous ces mecs-là, mais vraiment tous viennent de cette boîte-là. Ils sont tous passés par cette boîte, donc y compris Joe Star. Et quand il y avait les Africa Bambaataa qui venaient, ils allaient dans la boîte. Je veux dire, c'était un truc de dingue. Et là, tu apprends à danser, tu es vraiment dans le move. Et puis d'un seul coup, il y a ce film-là qui s'appelle Warriors. Je sais pas si vous connaissez. The Warriors qui est arrivé et ça détruit tout. Ça fait les gangs, les clans et tout. Et les Français ont commencé à faire des gangs et des clans. Et à partir de là, c'est mort. T'as eu les requins vicieux, les go, les patatis, les patatas, et les mecs commencent à se rentrer dedans et c'était mort. Et sincèrement, c'était la base de tout. Hein. Ça a tout foutu en l'air. C'est The Warriors qui a C'est The Warriors qui a commencé tout ça, L'influence d'un film américain sur un pays comme la France. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu le disais, il y avait toutes les personnalités de l'époque. Tu as aussi pas mal traîné après le Bataclan au bain-douche. Oui. La grande époque des bains-douches. Tu as vu naître un DJ qui est aujourd'hui encore le DJ numéro 1 au monde, qui est David Guetta. Oui, complètement. C'était quoi l'ambiance de l'époque? Déjà, dans quelles circonstances, toi, tu t'aperçois qu'il y a un mec au platine qui est pas trop mauvais, qui s'appelle David Guetta? Non, mais à l'époque, on savait pas comment il s'appelait vraiment. Il y avait David qui jouait tous les jeudis. Tu vois. Ah oui, j'adore. En plus, ce qu'il jouait, c'était notre musique, c'était genre un peu de funk, un peu de R&B, mais vraiment cool, quoi. Donc nous, on a adoré aller là-bas le jeudi soir. Et puis il s'est avéré que voilà, après il a cartonné. Mais sinon, les bains-douches, c'était vraiment la boîte qui réunissait d'un côté les mecs branchés de Paris, de l'autre côté les artistes français et internationaux. Français, que ce soit les sportifs tels que Yannick Noah, les MC Solar, les George Michael, les gens de la télé, les acteurs aussi, oui, tous allaient là-bas. Les Jean-Paul Gaultier ou autres. Donc tu vois, c'était vraiment le bassin, et ceux qui avaient la chance de rentrer, mais ils noyaient dedans, et là c'était super difficile pour entrer, au fait. Il y avait une nana devant qui s'appelait Marilyn, une blonde qui s'appelle... Vous connaissez Marilyn ou pas? Non, on connaît pas Marilyn. Vous connaissez pas Marilyn, mais vous êtes des jeunes. Marilyn, c'était la dame qui était devant, et elle, c'était la boss, quoi. La physio. Mais c'était plus que physio à l'époque. C'était un vrai rôle, quoi. Fallait connaître Marilyn, quoi, pour entrer au bain. Et si on connaissait pas, être méprisé comme si tu n'étais rien, quoi. Donc en fait, du coup, ceux qui arrivaient à rentrer, tu rentrais dedans. Après, c'était à toi de te faire ton petit chemin. Moi, à l'époque, j'arrivais à rentrer au bain parce que je savais m'habiller, je savais danser. Et puis, grâce à ça, j'ai commencé à me faire des amis.
Mais de l'autre côté, tu sais, tu danses, tu t'éclates le soir et le matin, 5h, 6h du matin, tu te réveilles. Putain, mais où est-ce que je vais, quoi? J'ai pas d'endroit où dormir. Et ça fait 2 vies, mais complètement différentes. Tu rencontres le soir, t'es avec tout le monde et le matin, putain, tu galères pour aller pour dormir, pour squatter un endroit ou du moins pour trouver une nana avec qui peut éventuellement t'héberger. Ouais, tu l'expliques bien dans le bouquin, en fait, c'est grâce à la danse que tu t'attirais les regards sur toi et que du coup tu pouvais rencontrer des filles et les séduire et aller passer quelques jours chez elles, etc. Et ça a duré quand même pas mal de temps en fait. Ça a duré pas mal de temps parce que tu vois pas le temps passer, parce que premièrement, ça t'éclate, c'est du beau moment. Et puis deuxièmement, tu sais, à l'époque, c'était pas facile de s'en sortir. C'est-à-dire maintenant, il y a quand même pas mal de boulot pour les blacks en général dans le monde que ce soit de la danse, cinéma ou voire même la chanson. Mais à l'époque, il y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, celui qui rêvait d'être artiste, mais il fallait s'accrocher. Donc, très souvent, il fallait être appuyé ou épaulé par quelqu'un d'autre. Donc, à un certain moment, ça m'a fait chier. Puis, je suis parti de Paris. Il y a eu j'ai trop galéré. Les voyages avec ton pote dont tu parles beaucoup et qui t'a beaucoup aidé, David Sacco, c'est ça? David Sacco, c'était le pote à l'époque. Exactement. Et du coup, à cette époque-là, il n'y a toujours pas de rêve de comédie ou quand même le fait de côtoyer justement des acteurs connus, américains, français, etc. Il y avait, mais pas vraiment, quoi. Putain, autre anecdote. Il y a Mathieu Kassovitch qui passe son casting pour son premier film qui s'appelle Métis. Métis, bien sûr, ouais. Moi, avec David d'ailleurs, on passe le casting. David, lui, on l'a repéré, on l'invite à repasser. Et à moi, on appelle mon agent, il dit « Mais pourquoi vous le faites venir, lui ?» J'avais un cheveu sur la langue à l'époque. Ah ouais. Comment t'as fait pour t'en débarrasser? Je sais pas, il me semble que c'est le fait de voyager, de parler d'autres langues que ça a disparu. Okay. Donc j'avais un cheveu sur la langue. Donc du coup, inconsciemment, je savais que je pouvais pas devenir acteur. Mais ça m'amusait quand même d'essayer de... Ouais. Donc oui, j'avais pas l'intention de vraiment devenir acteur, sauf qu'après ça m'a rattrapé. J'ai perdu ce cheveu après avoir vécu en Espagne, parce que là je parlais espagnol. Je pense qu'avec tous les feux, Barcelone, je pense qu'il y a eu des mouvements de la bouche et de la langue qui m'ont permis de perdre ce cheveu. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai perdu ça. Donc, on vient d'avoir un sacré conseil. On peut conseiller à Mehdi Maizi d'aller faire un tour en Espagne. Une personne horrible. En plus, il dit ça, il secoue le livre. Il a dit ça, il a secoué le livre, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, du coup, comment ça arrive dans ta vie vraiment? À quel moment toi tu te dis, je vais peut-être faire ça de ma vie, quoi, être comédien? Ça arrive tard, parce que après la danse, il y a eu le mannequinat. Donc je rentre en Espagne, je travaille dans un théâtre musical. Là, je fais un spectacle tous les soirs de 2 heures. Après 2 ans et demi, ça me fait chier. Je fais mes valises, je me casse. Je vais en Italie, je fais du mannequinat. Je rentre à Paris, je fais du mannequinat. Je vais en Afrique du Sud, je fais du mannequinat. Et après, je vais en Angleterre. C'est après avoir fait 5 ou 6 ans de mannequinat que j'ai réalisé que, à vrai dire, je suis en train de tourner en rond parce que je suis vu comme un physique, et je suis jamais vraiment pris au sérieux. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose qui me donne une certaine voix, qui me positionne pour que je puisse argumenter certaines choses peut-être que j'ai dans la tête. Et c'est de là que m'est venue l'idée du cinéma, parce que je sais qu'on peut faire du cinéma jusqu'à notre dernière année d'existence. Donc voilà. Mais après l'Angleterre, j'avais déjà pas mal de bagages, tu vois. J'avais déjà fait beaucoup de pubs, j'avais fait du mannequinat, j'avais fait de la danse, donc j'avais quelque chose, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, tentons les États-Unis, on va voir ce que ça donne. Et qui t'a donné ta première chance pour un premier film? Je suis parti aux États-Unis, donc j'avais un manager. Avec lui, j'ai commencé à faire les castings. Et je suis tombé sur un casting pour un film qui s'appelait Point d'Impact, un film avec Jean-Claude Van Damme. Okay. Donc j'ai pu avoir voilà, ils m'ont retenu. Et là, j'ai tourné avec Jean-Claude en Bulgarie pendant à peu près 2 mois. Okay. Et à partir de ce moment, je me suis dit, peut-être que je peux vraiment devenir acteur. Donc après, ça a continué, je ne me suis jamais arrêté. Et là, on parle de 2000.
peut-être 2001. Ah ouais, ok, une à peine de à partir pas moi, mais à partir de ce moment-là, tu as commencé à prendre le truc au sérieux. Tu parlais de Jean-Claude Van Damme, il était comment à cette époque, Jean-Claude Van Damme? C'était une superstar, il faut préciser, Jean-Claude Van Damme. C'était ce petit Belge qui avait réussi à faire son trou aux États-Unis. Tu te voyais un peu en lui un petit peu, ouais, parce que je faisais partie de l'exception, comme lui il l'a été, comme Schwarzenegger l'a été ou comme Antonio Banderas l'a été. Donc moi, je repérais les gens qui entraient pas dans le cadre. Donc, quand j'ai tourné avec lui, oui, je l'ai bien analysé, je l'ai bien regardé, je l'ai bien observé. Et puis, on a beaucoup parlé parce qu'on a quand même passé 2 mois ensemble. Et puis, il m'a raconté beaucoup d'anecdotes. C'est un mec qui est très cool, hein, beaucoup plus cool qu'on le pense. Et puis aussi, il ne se prend pas au sérieux, mais de l'autre côté, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Il savait que la presse française le détruisait, mais voilà. Mais il en jouait. Il en jouait, il s'en foutait, tu vois. Il en jouait. T'as une anecdote avec lui? J'imagine que il y en a pas mal. Ça faisait un peu la fête aussi à l'époque, non? Oui, beaucoup la fête. On s'est retrouvés dans des boîtes avec des Russes. Ouais, ça faisait la fête. Il a eu des images. Je connais là, il a eu flashback, il a dit non, on a fait la fête. On peut pas le dire. Jimmy, c'est une safe place ici. Oui, je pense bien, ouais. Pour ça, t'as balancé sur elle tout à l'heure. T'as vu comment elle est? T'as bien analysé le personnage. Détrompe-toi, c'est pas sur elle que j'ai balancé. Oui, je comprends. C'est sur un acteur français. Je leur dirai pas. Il s'appelle comment? Si t'insistes, il s'appelle Gérard Jugnot. C'est vraiment parce que t'insistes, Jimmy, et qu'ici on reçoit bien les gens. C'est juste pour ça. Voilà. Mais ça va alors. Insupportable. C'est juste pour ça. Dans ton parcours, on le remarque, il y a tous ces changements dans ta jeunesse, le déracinement, l'éloignement aussi de ta famille. Parce qu'au début, t'es arrivé en France, t'étais juste avec ta mère, ton père vous a rejoint, puis après ils sont repartis tous les deux, ils vous ont laissé ici. Tous ces changements, tous ces déracinements, est-ce que ça a laissé des traces dans ta personnalité du Jimmy d'aujourd'hui là? Je pense que tu sais quand tu dois constamment enlever ta peau et mettre la peau de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Hein. Premier gros combat, c'était d'accepter de vivre à Paris, c'est-à-dire toute mon identité haïtienne, fallait quasiment la mettre de côté pour essayer de m'adapter à une autre vie. Donc ça, c'est super brutal. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais maintenant je peux analyser. Mais c'est super dur pour qui que ce soit, quoi. Surtout pour un gamin. Donc ça, tous ces changements de vie m'ont permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Donc oui, l'indépendance aussi. Indépendance, ça m'a fait beaucoup de mal au début, mais j'ai pu m'en sortir d'une manière plutôt saine. Donc ça, c'est que du positif, là, ce que tu nous dis. C'est du positif, mais de l'autre côté, je suis conscient qu'il y a plein de gens qui sont enterrés dedans, qui sont dedans et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça, c'est à cause de ces genres de problèmes. Très souvent, tu vois, parce que quand tu sais qui tu es, et puis d'un seul coup, on te dit « Ah, t'es pas ça ». Tu vas être ça maintenant. Eh ben, ça te défonce, mais complètement. Bien sûr. Mais on ne se rend pas compte, tu vois. La société, elle peut être brutale, hein, super brutale. Et ce sont des séquelles qui sont à l'intérieur. Donc, on se prend pas au sérieux parce que c'est pas visuel. Tu vois, donc ça peut être dur. Moi, comment est-ce que ça m'a affecté? Disons que moi, j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie. J'aurais pu basculer de l'autre côté. Mais il s'est avéré que j'ai quand même pu tout le temps retrouver le bon chemin, le droit chemin, mais j'aurais pu déraper à n'importe quel moment, comme la majorité de mes amis qui sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Est-ce que c'est aussi grâce au proverbe de ton papa? Si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens. Ouais. Oui. Est-ce que tu as un proverbe aujourd'hui qui t'appartient avec tout ce que tu as vécu, qui te suit au-delà de celui-là? Une devise. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dire maintenant, il faut faire avec ce que l'on a. Il faut faire avec ce que l'on a. Donc, il faut bien comprendre ce que l'on a, qui on est, et on fait avec. Arrêtons de regarder les autres autour de nous. Tu fais avec ce que tu as et tu seras très bien. Ouais, c'est un très bon proverbe, j'adore. C'est bien, on garde, on le note. On le note, Jimmy, on le note. C'est quoi là, l'actualité pour toi, du coup, maintenant que tu es établi, tu le disais, tu habites à Los Angeles. C'est toujours le cinéma ou il y a plein d'autres choses? Oui, il y a plein d'autres choses. Bon, le cinéma, tu sais, je tourne un peu partout, hein, aussi bien sur le continent africain, en Inde, en Amérique. D'ailleurs, j'ai un film indien qui est en train de faire la course pour
pour les Oscars, on essaye de rentrer aux Oscars. Ça s'appelle The Goat Life. Donc, on fait plein de projections un peu partout dans le monde. J'en ai fait une dizaine à Los Angeles. J'en fais une ici. Après, je vais à Berlin, Rome, Londres. Enfin bref, c'est un film qui est très intéressant. Ce livre-là, pour moi, c'est une autre expérience. Donc, on va voir ce que ça donne. Si ça marche, si j'ai des bons retours, peut-être que je pourrais écrire d'autres livres. Mais sinon, tu vois, je me rapproche de plus en plus du continent africain. Parce que je pense que c'est un continent qui a un futur immense, qui a un potentiel dingue. C'est un continent qui a, je ne vais pas dire le mot exploité, mais qui a été exploité. Qui a été exploité, mais pas par les personnes venant du continent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le cinéma, c'est complètement vierge. On connaît pas l'Afrique à travers le cinéma. Donc il y a plein d'histoires à raconter. Tous les rois, les reines, c'est énorme. Donc voilà, je me penche sur l'Afrique énormément. Et puis après, voilà, je continue à vivre ma vie et être le plus cosmopolite que possible. Ouais, il me semble que ça va. Ça, en termes de... T'es bien. Ça va. On est plutôt pas mal. Le livre s'appelle Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Il est signé Jimmy Jean-Louis. Au fait, tu sais que c'est Danny Glover qui m'a écrit la préface. Tu sais quoi, j'allais te le dire justement. J'allais te le dire. Comment se retrouve Danny Glover sur la préface de ton livre? Et ce sera notre dernière question. Ouais, déjà, c'est un grand frère, c'est un bon ami. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. L'anecdote, c'est que lui, il a essayé de faire le film sur Toussaint Louverture pendant plus d'une vingtaine d'années. Il a eu la moitié du budget. Si on parle de chiffres, il voulait à peu près 36 millions. Il a eu 18 millions de la part du président vénézuélien, Chavez. Sauf qu'il n'a pas pu avoir l'autre moitié. Donc, il était déjà en pre-production. Il était en Afrique du Sud avec comme acteur principal Wesley Snipes, avec Angela Bassett, avec... il y avait qui d'autre? Enfin bref, il avait un super casting. Donc, il était vraiment proche à le faire. Il n'a pas pu le faire. Donc, moi, quand j'ai incarné Toussaint Louverture, moi, je l'ai appelé. Je l'ai invité à voir le film à Los Angeles. Il est venu voir le film. Mais il a pleuré après les 3 heures du film. Après, on s'est vus, on a mangé ensemble. Et puis, on est restés amis. On était déjà amis, mais là, on a vraiment lié. Voilà. Lui, il a une histoire particulière avec Haïti. Il a des origines ou pas du tout? Il n'a pas d'origine, mais lui, c'est quelqu'un qui se bat pour la cause noire. Donc, il a fait beaucoup de films sur l'Afrique du Sud. Il a épaulé notre président haïtien à l'époque qui s'est fait jeter, Aristide, en 2004. Il s'est battu pour lui. Donc, il se bat pour la cause haïtienne. Donc, ça, je le savais aussi. Donc, je pense que c'est pour toutes ces choses-là, pour toutes ces raisons qu'il a accepté de me faire cette préface. Et puis, pour toi, j'imagine que c'est symbolique et c'est incroyable. Pour moi, parce que d'avoir Danny Glover dans les années 80, c'était... 80-90, c'était une superstar du cinéma, il y a L'Arme Fatale, tout ça. C'est un film qui a marqué des générations, quoi. Complètement, et c'est vrai que quand je cherchais quelqu'un pour la préface, il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. Mon premier choix, ça aurait été Sidney Poitier, malheureusement, il n'est plus avec nous. Un deuxième choix qui est un peu inaccessible, ce serait Barack Obama. Et pour moi, le troisième, c'est Danny Glover par rapport à ce qu'il représente. Et je ne parle pas de Denzel Washington, je dis Danny Glover parce qu'il a mené un combat. Il est beaucoup plus activiste pour moi, quoi. Bon. Merci Jimmy d'être passé nous voir. En tout cas, Jimmy Jean-Louis, Héros, allez choper ce livre, c'est très important. Il est sorti depuis un mois, il y a Noël qui arrive, petit cadeau de Noël. Ah ben oui, complètement. On le met sous le sapin pour tata, tonton, tout ça. Voilà. Merci beaucoup Jimmy d'être passé nous voir en tout cas sur Move. Yes, bang bang. Bang bang, exactement.